Vista, une tache minuscule de la carte d'Afrique sur la côte de l'Atlantique. C'est de ce point que partira notre randonnée à travers le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Vista a deux visages. Le premier, le plus avenant sans doute aux yeux des Européens, c'est son quartier résidentiel avec ses hôtels confortables et ses villas accueillantes. Mais son second visage, le plus pittoresque et sans contredit le plus authentique, c'est le village indigène dont les cases spacieuses s'abritent à l'ombre des palmiers. La cueillette des noix de coco est un art dans lequel les citoyens de Vista sont passés maîtres. Les fruits cueillis, il n'y a plus qu'à les décortiquer. Quittons Vista et sa plage paradisiaque. Et jetons au passage un coup d'œil rapide à Boma, grand port du Bas-Congo, avant de nous engager sur la route Matadi-Léopoldville. L'automobiliste congolais doit s'attendre à rencontrer tous les spécimens de voies carrossables ou prétendues telles. Voici un obstacle d'importance. Comment traverser cette rivière? Un bac va se charger de nos personnes et de nos véhicules. Le passage s'effectue sans incident. Nous voici sur l'autre rive, sains et saufs. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la route. Il y a un mot qui revient très souvent dans la conversation des coloniaux, c'est le mot potopote. Potopote, c'est-à-dire un sol gluant, une boue visqueuse, un enlisement perfide. Heureusement, il se trouve toujours à point nommé des indigènes bénévoles pour vous sortir de là. On ne sait d'ailleurs d'où ils viennent. Ils surgissent brusquement sous vos yeux. L'important, c'est qu'ils réussissent toujours à vous dépanner. Et nous atteignons ainsi Kisantu. Cette mission, l'une des plus anciennes du Congo, fut fondée en 1893 par les pères de la Compagnie de Jésus. Depuis lors, sa bienfaisante activité s'est considérablement étendue et développée. Kisantu possède une remarquable école médicale. Ainsi qu'une cathédrale dont la maison des pères n'est guère éloignée. L'hôpital de la Formulac, que desservent les révérentes sœurs de la Charité de Namur, est équipé de façon très moderne. Il sert notamment de dispensaire aux indigènes. Ce rassemblement de femmes n'est pas, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, une manifestation de suffragettes.
ces indigènes sont tout bonnement de jeunes mères qui sont venues porter leur bébé à la consultation des nourrissons. Tout ce petit monde de Kisantu est suivi de près par le médecin du dispensaire qui, avec un inlassable dévouement, s'occupe lui-même des cas spéciaux. Comme l'usage a interdit aux femmes indigènes de porter la moindre chose dans les mains, elles ont posé leur missel sur leur tête. Quant à cette jeune mère, les soucis domestiques ne l'empêchent nullement de savourer les délices d'une bouffarde. Ce serait un crime de lèse-majesté, de lèse-beauté aussi, que de quitter la mission de Kisantu sans aller jeter un coup d'œil sur le jardin du frère Gillet. Pendant plus de 40 ans, ce religieux a prodigué des trésors de science, d'amour et de patience à l'entretien et à l'enrichissement de ce parc merveilleux, l'un des plus beaux de la colonie. Tous les spécimens de la flore africaine, toutes les plantes qui, sans être originaires du continent noir, peuvent néanmoins s'y acclimater, se trouvent réunies dans ce paradis terrestre. On y trouve notamment un palmier fort curieux qui ne fleurit que tous les 50 ans. La richesse et la diversité des coloris réunis sur ce coin de terre congolaise a de quoi rendre fou le peintre le plus imaginatif. Les papillons eux-mêmes ont l'air d'être pris de vertige devant une telle prodigalité de la nature. Grâce au frère Gillet, ce jardinier magicien, dans de nombreuses résidences d'Européens, s'épanouissent aujourd'hui les fleurs les plus délicates, les plus rares, pour lesquelles, dans le secret de son cœur, le frère Gillet a toujours professé une prédilection marquée. De Kisantu à Maïdi, il n'y a guère qu'une dizaine de kilomètres. C'est à Maïdi que s'élèvent les bâtiments imposants du grand séminaire qui est dirigé par les révérends pères jésuites. L'établissement compte quelques 70 séminaristes. Leur formation européenne et leur qualité d'indigènes mettent les prêtres africains en mesure de réaliser l'indispensable fusion des deux cultures en présence, la blanche et la noire. Ils sont les conseillers, les animateurs spirituels d'un peuple qui s'achemine vers son état adulte. Le séminaire de l'Emfou, dans le Bas-Congo, est lui aussi dirigé par les pères jésuites. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce y font leurs humanités anciennes avant d'entrer au grand séminaire. Et voici, à l'Emfou toujours, le noviciat des sœurs indigènes du vicariat de Kisantu. Ces futures religieuses n'ont rien de morose. Elles ont hérité de leurs ancêtres l'habitude de marcher pieds nus. En continuant notre route vers l'est, nous arrivons à la Louange qui forme la limite entre la province de Léopoldville et le Kasaï. Un bac primitif, dont la lenteur le dispute au pittoresque, va nous permettre de franchir cette rivière. Et nous poursuivons notre route. La pluie a transformé la piste en un ruban de pot-au-pot.
Dans cette boue glissante comme du savon et typiquement congolaise, la moindre côte vous prend des allures de barrage infranchissables. Sortis vainqueurs du pot-à-pot, nous arrivons à la léproserie de Dikungu, fondée par les révérends pères passionnistes. En langue indigène, Dikungu signifie entraide. Nous entrons ici dans le royaume de la charité, celui où les sœurs pénitentes de Saint François d'Assise, avec un inlassable dévouement, prodiguent leurs soins aux lépreux. Que les cœurs sensibles nous pardonnent de leur infliger le spectacle de ces plaies vives, de ses membres rongés, de ses chairs flétries. Le père aumônier de la léproserie examine sur le plus jeune lépreux de la colonie les premiers symptômes de l'horrible maladie. Une tache claire sur la peau indique d'une manière certaine que l'organisme est atteint. Quant à cette jeune femme, elle se trouve déjà dans un stade plus avancé, comme en témoignent ses nombreuses taches claires. Le crieur public, lépreux lui-même comme tous les habitants du centre, annonce à coups de tam-tam qu'une distribution de vivres va avoir lieu. Aussitôt, c'est le branle-bas général. Les plus valides aident spontanément leurs frères de misère, dont le mal impitoyable a déjà fait des impotents, et toute la population du village se hâte vers le magasin où doit s'effectuer la distribution. Plusieurs fois par semaine, les lépreux reçoivent ainsi les vivres qui leur permettent d'assurer décemment leur subsistance. Riz, farine de manioc, poissons séchés, huile d'arachide, etc. L'opération se déroule dans un ordre impeccable. Nulle trace d'impatience dans ces visages, nulle trace non plus d'avilissement ou de désespoir. La vie malgré tout continue, avec ses alternances de bons et de mauvais jours. Le village de Dikungu, créé de toutes pièces pour les besoins de la cause, aligne impeccablement ses rangées de huttes. Il compte quelques 1500 habitants, tous lépreux. Comme tous les centres de quelque importance, il possède une école où les enfants du centre se livrent aux activités qui sont celles des écoliers du monde entier. La classe, les récréations, la gymnastique. Ce qui importe avant tout, c'est de faire oublier à ces malheureux la triste condition où ils se trouvent et de les mettre en mesure de mener une existence normale, analogue à celle que mènent les enfants en bonne santé. Et les éducateurs de Dikungu y réussissent admirablement. Voyez avec quel entrain, avec quelle fougue ces jeunes garçons se livrent à leur jeu favori. Pour les adultes, les dirigeants de la léproserie ont créé un centre d'artisanat où les malades accomplissent des travaux en rapport avec leur force, leur capacité et leur goût. Cette activité contribue au confort et à l'embellissement du village. De tous les arts pratiqués au Congo, la poterie est le plus authentiquement indigène. Il présente le précieux avantage d'être à la portée des moins valides. Et, malgré leur handicap, ils parviennent à créer des œuvres dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne manquent pas de cachet. Chaque jour, au crépuscule, le gond appelle les chrétiens à la prière du soir. Les lépreux se rassemblent au pied de la croix et joignent avec ferveur leur voix cassée à celle de l'aumônier qui leur a enseigné les paroles d'amour et d'adoration.
Quittant Dikungu et sa léproserie, nous nous dirigeons vers le Maniema. Nous retrouvons la piste sablonneuse qui étire inlassablement ses kilomètres. À Kakutia vivent les Warega, une peuplade encore très primitive dont les danses sont fameuses. Une palabre animée nous met aux prises avec le capita et les notables du village. Ces messieurs acceptent de danser pour nous, mais à la condition que le matabiche, ou pourboire, soit proportionnel à leur effort. Enfin, l'accord est conclu. Danse étrange dont le rythme obsédant semble remonter du fond des siècles. Les femmes se joignent aux hommes afin de nous prouver que sous le rapport de la chorégraphie, elles n'ont rien à envier au sexe fort. Le récital se poursuit, monotone, curieux, attachant malgré tout. Quittons ces danseurs infatigables pour Elisabethville, capitale du Katanga. Cette grande cité, la deuxième du Congo belge en importance, compte quelques 10 000 Européens et près de 100 000 indigènes. Faisons une halte devant le monument élevé à la mémoire du roi chevalier. Les Européens de la ville disposent de nombreuses possibilités pour meubler leurs loisirs, entre autres du Lido, un bassin de natation qui peut rivaliser avec les plus belles piscines d'Europe. Ce sont les révérends pères bénédictins de Saint-André qui ont la responsabilité du vicariat d'Elisabethville. La capitale du Katanga possède plusieurs églises, dont la plus belle, la plus majestueuse est, comme il se doit, la cathédrale. L'action des missionnaires bénédictins au Katanga est considérable. Ces religieux ont créé de nombreuses institutions pour les indigènes, dont l'une des plus remarquables est sans contredit le foyer Saint-Jean. Quant à la maison des pères, elle évoque la paix et la sérénité de nos cloîtres. Contraste saisissant et pittoresque. Tout à côté de la mission Saint-Jean, au cœur même de la cité indigène d'Elisabethville, se tient le marché quotidien. Il n'est plus question ici de paix et de silence. C'est le royaume de la couleur locale et de la couleur tout court. Les marchandises se passent d'éventaire. Elles sont étalées par terre, tant pis pour l'hygiène. Elisabethville est aussi la capitale du cuivre. C'est ici que bat le cœur de l'union minière du Haut-Katanga. Le Congo traditionnel, primitif et fascinant, s'estompe. En le grignotant, l'industrie moderne lui confère une physionomie nouvelle, plus rude, mais aussi plus familière. L'usine de Lubumbashi, l'une de celles où se traite le cuivre, est dominée par une cheminée de 150 mètres. C'est la plus haute d'Afrique.
Mais voici qu'un événement d'importance va pour quelques heures distraire les indigènes d'Élisabethville du train-train de leur vie quotidienne. Le grand chef des Lunda a décidé de venir rendre visite à son peuple. À sa descente du train, le souverain est accueilli par ses fidèles enthousiastes. En signe de fête, les femmes se sont enduites le visage de couleur blanche. Au stade, un spectacle curieux nous attend. Conformément à l'étiquette, le chef des Lunda y fait son entrée solennelle porté par un tipoy d'honneur et balancé au rythme d'une danse rituelle. Fort heureusement, le mal de mer est pratiquement inconnu dans la région. Le Congo belge, et spécialement Élisabethville, a toujours mis un point d'honneur à encourager l'esprit sportif des indigènes. Leur morphologie et les qualités propres à leur race font d'ailleurs des Noirs de remarquables athlètes. Et il n'est pas douteux qu'un entraînement sérieux peut les mener très loin sur la voie des records. C'est spécialement au saut sous toutes ses formes que vont leurs préférences. Saut en longueur, saut en hauteur et saut à la perche. Comme vous le voyez, les sportifs d'Élisabethville ne sont pas hommes à se laisser décourager par un ou deux échecs. Ils savent qu'en athlétisme, la persévérance finit toujours par payer. Arrêtons-nous aux chutes de la Loufira à Kioubo, qui sont considérées à juste titre comme les plus belles du Congo. Débutant par une suite de cascades, cette chute a une hauteur de quelques 60 mètres. Vers le nord, nous sommes arrêtés par un arbre couché en travers du chemin. C'est là spectacle courant. Bujumbura, capitale des territoires sous la tutelle du Rwanda-Urundi, est située dans un cadre grandiose de montagnes. Comme la population indigène continuait à augmenter dans des proportions considérables, les autorités ont mis en chantier plusieurs centaines de petites villas, créant de la sorte tout un nouveau quartier du centre extra-coutumier, qui atteste d'une manière combien éloquente que le standing de vie des indigènes évolués n'a rien à envier à celui de beaucoup d'Européens. Les Pères Blancs d'Afrique prodiguent à cette vaste population leur trésor de savoir et de dévouement. En bordure de la cité s'élèvent leurs bâtiments. Plus à Bujumbura que partout ailleurs au Congo belge et dans le Rwanda-Urundi, les sports et l'éducation physique ne sont négligés. Les autorités ont le souci de sauvegarder la santé des corps et de procurer aux jeunes des délassements sains et naturels. Excellents nageurs, les indigènes de l'endroit n'avaient guère l'occasion jusqu'à une époque assez récente de s'adonner à leur sport favori. Le lac Tanganyika est en effet littéralement infesté de crocodiles. Le mal est aujourd'hui réparé. Les fervents de la natation disposent d'une piscine magnifique qui ferait la fierté des cités européennes.
Quittant Usumbura, nous poursuivons notre route vers le nord-est du Rwanda. C'est dans cette région que se trouve l'une des plus belles réserves d'Afrique, le parc national de la Kagera. Nous n'y passons d'ailleurs que quelques instants. Ces gracieux animaux sauteurs sont des impalas. Comme leur taille ne dépasse pas la hauteur des herbes, ils exécutent ces bonds pour déceler la présence éventuelle d'un danger. L'étape suivante nous mène jusqu'au premier contrefort de l'escarpement de Kamanyola. Un panneau au bord de la route prévient charitablement le voyageur de ce que la piste est à sens unique. L'indigène préposé à la barrière annonce à coups redoublés que des voitures immobilisées devant son barrage demandent le passage. Alerté, le poste suivant répondra par tam-tam si la route est libre ou non. Ce manège se renouvellera 7 fois. L'escarpement de Kamanyola est bien propre à donner aux voyageurs le sentiment de sa petitesse et de sa chétivité. Le paysage est d'une sauvagerie, d'une majesté qui coupe le souffle. Lorsqu'on s'amuse à suivre les sinuosités du mince lacet qui va se perdre au pied des sommets, perdu dans une brume bleuâtre, comment ne pas être pris de vertige? Ceux qui ont fait une fois l'escarpement de Kamanyola ne sont pas près de l'oublier. Quittons le Rwanda-Urundi pour retourner au Kivu. À une 50aine de kilomètres de Bukavu, nous trouvons Katana et son hôpital pour indigènes. Ce groupe de bâtiments spacieux est un hôpital de la Formulac fondé par l'université de Louvain. À côté de l'hôpital, la maternité réservée aux jeunes mamans indigènes. Tout ce complexe est admirablement situé au bord du lac. Il est placé sous la protection de la Vierge, dont l'immense statue semble vouloir étendre son ombre tutélaire à tous ceux qui souffrent et qui espèrent. Mais au contraire de l'escarpement de Kamanyola, tout à Katana respire l'harmonie, le calme, la sérénité. Arrachons-nous au paisible enchantement de Katana et poursuivons notre route vers le nord en longeant le lac. Peu avant d'atteindre Goma, nous atteignons la région des volcans. Nous traversons pendant des kilomètres d'immenses champs de lave qui présentent l'aspect tourmenté de paysages lunaires. Avant de progresser vers le nord, faisons un petit crochet pour atteindre les chutes de la Rutshuru. Nous les découvrons dans leur cadre de verdure.
La grande route que nous avons rejointe nous conduit au parc Albert. Ce parc national couvre une superficie de 800 000 hectares. Non seulement il offre une grande variété de sites remarquables, mais il abrite d'innombrables spécimens de la faune et de la flore africaine. Grâce à cette réserve, l'une des plus grandes et des plus belles d'Afrique, certains animaux qui avaient pratiquement disparu dans la plupart des districts congolais ont pu être miraculeusement conservés. Le camp de la Rouindi, établi au cœur du parc Albert, ne manque pas de couleur locale avec ses huttes rondes en torchis. Chacune de ces huttes contient une chambre qui est mise gracieusement à la disposition des visiteurs. Au passage, saluons cette famille d'éléphants. Ce calme et large cours d'eau, c'est la rivière Semliki. Nous pourrons y contempler à loisir quelques hippopotames en train de se livrer à leurs activités quotidiennes. Tout s'accomplit avec une lenteur, une mesure et un sens de la dignité qui témoignent en faveur de leurs instincts pacifiques. Leur attribuer l'épithète gracieux serait évidemment faire preuve d'un esprit de courtisanerie condamnable. Non loin de là, nous découvrons quelques hérons gris dits cendrés. Ces échassiers ont un vol particulièrement gracieux et les constructeurs de nos avions modernes n'ont rien inventé. Ces oiseaux savaient bien avant eux ce que c'est qu'un décollage impeccable et un train d'atterrissage escamotable. Gardons-nous de troubler la mélancolique méditation de ces marabouts au crâne déplumé. Et revoici notre ami l'éléphant. Cette fois, nous sommes tombés sur un énorme solitaire aux défenses impressionnantes. Tant que nous y sommes, offrons-nous une petite incursion jusqu'au village de Vitchumbi, au bord du lac Édouard. Nous y trouvons l'une des plus importantes pêcheries du Congo belge. Cette entreprise, dont les pêches s'évaluent en tonnes, ne se contente pas de fournir du poisson à tous les villages des environs, elle ravitaille aussi des camps entiers de travailleurs indigènes employés dans des sociétés situées à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Après avoir été soigneusement vidés, les poissons sont mis à sécher sur des espèces de clés, puis emballés et expédiés à l'intérieur de la colonie. Avant de quitter Vitchumbi, arrêtons une dernière fois notre regard sur ces eaux profondes et ces pêcheurs. Notre randonnée est terminée,
Quittons ce Congo magnifique, mais ne lui disons pas adieu, disons-lui simplement au revoir.